À la fête d'anniversaire de mon père, mon badge disait la déception. Ma mère a ri. Eh bien, c'est vrai. Alors, je me suis levé, j'ai fait teinter mon verre, et j'ai dit, j'aimerais porter un toast, pour la dernière fois que vous me verrez. Papa s'est étouffé. Mais le véritable choc est survenu lorsque j'ai franchi la porte, laissant derrière moi un dernier, je m'appelle Whitney. Le résultat, c'était ce badge posé à ma place, trônant là comme une insulte, alors que tous les autres avaient leur nom calligraphié avec élégance. Le mien indiquait la déception, dans cette même écriture fleurie. La fête pour le 60e anniversaire de mon père se tenait au Country Club, dont mes parents étaient membres depuis 30 ans. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, et des serveurs en veste blanche impeccable circulaient avec du champagne. 200 invités, en tenue de cocktail, se mêlaient les uns aux autres pour célébrer un homme qui avait bâti un cabinet d'expertise comptable prospère à partir de rien. Je me tenais près de l'entrée, fixant ce badge. Mes mains tremblaient alors que je le ramassais, la surface plastifiée froide contre mes doigts. Oh, tu as trouvé ta place. Ma mère est apparue à mes côtés, portant une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses lèvres s'étiraient en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je les ai faits moi-même. Ça m'a pris toute la semaine. Tu as fait ça? J'ai levé le badge. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a ri. Le son a traversé la pièce, attirant l'attention des invités proches. Eh bien, c'est vrai. Quelque chose en moi s'est fissuré. Après 32 ans à ravaler leurs critiques, leurs comparaisons, et leurs déceptions sans fin quant à ce que j'étais devenu, quelque chose a fini par lâcher. Ma sœur, Victoria, avait toujours été l'enfant prodige. Elle avait obtenu son diplôme avec la mention magna cum laude à Yale, épousé un neurochirurgien, et produit 2 petits-enfants parfaits qui jouaient du piano et parlaient mandarin. Elle se tenait à l'autre bout de la pièce, sa main posée sur le bras de son mari, se prélassant dans la chaleur de l'approbation de nos parents. J'avais choisi une voie différente. J'avais étudié la création littéraire dans une université publique, travaillé comme journaliste indépendante, et j'étais resté célibataire à un âge que ma mère considérait comme tragique. Mon appartement était petit. Ma voiture était vieille. Ma vie, selon leurs critères, était un échec. Mais j'avais été heureuse, ou du moins assez satisfaite pour continuer à me présenter à ces événements, à essayer de gagner leur amour, à espérer que quelque chose changerait. Le badge a tout changé. J'ai marché jusqu'à mon siège assigné à la table 12, loin de la table familiale où Victoria était assise avec nos parents. La distance semblait intentionnelle. On m'avait toujours tenu à distance, mais là, c'était tout autre chose. C'était une humiliation publique, déguisée en blague. Le dîner a été servi, filet mignon et légumes rôtis, suivi d'une tarte au chocolat qui coûtait probablement 50 € la part. J'en ai à peine goûté une miette. Mon esprit s'emballait, calculait, planifiait. Autour de moi, les gens riaient et partageaient des histoires sur mon père. Son associé parlait de son intégrité. Ses copains de golf racontaient des anecdotes amusantes sur le parcours. Victoria a prononcé un discours sur l'inspiration qui le représentait, racontant comment il lui avait appris à viser haut, et à ne jamais se contenter de moins que l'excellence. Personne ne m'a demandé de parler. Personne ne s'attendait à ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. C'est là que j'ai pris ma décision. Je me suis levé, ma chaise raclant contre le parquet. Le bruit a coupé le brouhaha ambiant. J'ai pris ma flûte de champagne, et je me suis dirigé vers la table d'honneur, où mes parents étaient assis avec la famille de Victoria et quelques autres proches. Ma mère m'a vu venir. Son expression est passée de la confusion à l'alarme. J'ai tapoté mon verre avec une fourchette, le tintement aigu faisant taire la salle. 200 visages se sont tournés vers moi. Les serveurs se sont arrêtés net. Même le pianiste dans le coin s'est arrêté. J'aimerais porter un toast, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Pour la dernière fois que vous me verrez. Le visage de mon père a blêmi. Il a posé son verre de vin d'une main tremblante, le liquide rouge débordant sur le bord. De quoi parles-tu, a-t-il demandé. Je parle de ça. J'ai levé le badge, laissant tout le monde voir les mots que ma mère avait si soigneusement fabriqués. Ma mère a fait des badges personnalisés pour tout le monde ce soir. Le mien dit « la déception ». Elle a ri quand je l'ai trouvé. Elle a dit que c'était vrai.
Un murmure collectif a parcouru la foule. J'ai vu des gens échanger des regards, se pencher pour chuchoter. Le visage de Victoria a viré au rouge. C'était une blague, a bafouillé ma mère en se levant. Tu es dramatique. Tu as toujours été trop sensible. Une blague? J'ai hoché la tête lentement. Comme c'était une blague quand tu as dit à mon petit ami du lycée que je n'arriverais jamais à rien? Ou une blague quand tu as oublié de m'inviter à la baby shower de Victoria? Ou une blague quand tu as dit à tout le monde à Noël que tu aurais souhaité que je choisisse une vraie carrière? La pièce était devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Chérie, s'il te plaît, a dit mon père, la voix tendue. Tu fais une scène. Bien. J'ai regardé tous ces visages qui m'observaient. Je veux que tout le monde ici sache pourquoi ils ne me reverront plus jamais. Je veux que vous expliquiez à vos amis et collègues pourquoi votre fille ne sera plus là à Thanksgiving, à Noël, ou à n'importe quel rassemblement familial, plus jamais. J'ai fouillé dans mon sac à main, et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Je l'avais préparée cet après-midi-là, assise dans ma voiture devant un magasin FedEx, mes mains tremblant alors que je la scellais. Ceci contient des lettres que j'ai écrites au fil des ans, des choses que je n'ai jamais envoyées parce que je continuais d'espérer que vous changeriez. Il y a les emails que vous m'avez envoyés, les SMS, les messages vocaux. Tout est documenté. Tout cela montre exactement quel genre de parent vous avez été. J'ai posé l'enveloppe sur la table devant eux. Je laisse des copies à 3 personnes différentes ce soir. Si vous essayez de déformer cette histoire, si vous essayez de faire de moi la méchante, tout le monde verra la vérité. Espèce d'ingrate petite, a commencé ma mère, mais je l'ai coupée. Je n'ai pas fini. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas vraiment. Vous connaissez Victoria, la fille qui a réussi. Vous avez entendu parler de ses accomplissements, de sa vie parfaite. Mais j'existe, moi aussi. J'ai publié des articles dans des magazines nationaux. J'ai gagné des prix pour mon journalisme. J'ai construit une vie dont je suis fier, même si elle ne s'accompagne pas d'une adhésion au country club. J'ai regardé à nouveau mes parents. La différence, c'est que je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, et je continuerai à le faire sans vous dans ma vie, point final. Les mains de mon père agrippaient la nappe, ses articulations étaient devenues blanches. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je n'ai jamais rien pensé d'aussi fort. J'ai posé ma flûte de champagne sur leur table, encore pleine. Profitez du reste de la fête. Profitez du reste de vos vies. J'espère que Victoria vous suffit, parce qu'elle est tout ce qu'il vous reste maintenant. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de ma mère m'a arrêté. Si tu pars maintenant, tu ne seras pas sur le testament. Tu n'auras rien. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Je n'ai jamais rien attendu de vous. C'est la différence entre Victoria et moi. Elle est restée pour l'héritage. Je suis resté parce que j'étais assez stupide pour espérer que vous puissiez m'aimer. Puis je suis sorti, passant devant les invités choqués, devant les tables décorées, devant le collage photo grandeur nature de la famille qui mettait Victoria en vedette dans 90% des images. J'ai atteint ma voiture avant que les tremblements ne commencent. Je me suis assise sur le siège conducteur, agrippant le volant, essayant de respirer à travers la chute d'adrénaline. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Victoria, c'était quoi ce bordel? J'ai supprimé le message sans répondre. Ma mère, tu nous as humiliés. Comment oses-tu? Supprimer. Un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est le collègue de ton père, James Richardson. Ce que tu as fait demandait du courage. Bravo. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Au cours des jours suivants, mon téléphone a explosé. Des membres de la famille que je connaissais à peine sont sortis du bois pour donner leur avis. Certains étaient de mon côté, la plupart étaient en colère. Ma tante Sylvia m'a traité d'égoïste et de dramatique. Mon oncle Preston a dit que j'avais toujours été perturbé. Victoria a envoyé un long email expliquant comment j'avais gâché la journée spéciale de papa et détruit la famille. Mais d'autres messages sont arrivés aussi. Des amis de mes parents qui m'ont contacté en privé pour dire qu'ils avaient toujours remarqué à quel point j'étais traité différemment. Des cousins éloignés qui ont partagé leurs propres histoires de moutons noirs. Même quelques voisins de mes parents, qui avaient été témoins d'assez de choses au fil des ans pour connaître la vérité.
L'enveloppe que j'avais laissée est devenue un problème pour mes parents. Ils ne pouvaient pas me faire passer pour folle ou vindicative, parce que trop de gens l'avaient vue. Ils ne pouvaient pas mentir sur ce qui s'était passé, parce qu'il y avait trop de témoins dans cette salle. J'ai changé de numéro de téléphone 2 semaines plus tard. J'ai bloqué ma famille sur tous les réseaux sociaux. Je n'ai pas donné ma nouvelle adresse à mes parents ni à Victoria lorsque j'ai déménagé à l'autre bout de la ville, dans un appartement plus agréable. La première semaine de silence a été assourdissante. Je vérifiais mon ancien téléphone de manière compulsive, regardant les messages non lus s'accumuler. 53 textos de Victoria, 27 de ma mère, 12 messages vocaux de mon père, chacun progressivement plus désespéré. Des emails de parents à qui j'avais dû parler 2 fois dans toute ma vie, tous donnant leur avis sur mon comportement. Ma meilleure amie, Rachel, est passée le 5e jour et m'a trouvé assise sur le sol de mon salon vide, entourée de cartons de déménagement, fixant le vieux téléphone. « Donne-le-moi », a-t-elle dit en tendant la main. « Quoi, le téléphone ? Donne-le-moi, avant que tu ne fasses une bêtise comme leur répondre. » Je le lui ai tendu. Elle l'a éteint et l'a glissé dans son sac à main. Tu décroches brutalement. C'est la seule façon que ça marche. Rachel avait été là à travers tout ça. Elle avait été témoin des conséquences d'innombrables dîners de famille dont je revenais en larmes. Elle m'avait écouté répéter des conversations avec mes parents, essayant de trouver les mots magiques qui leur feraient me voir. Elle m'avait tenu la main à travers chaque déception. J'ai l'impression que je vais vomir, ai-je admis. C'est normal. Tu viens d'amputer un membre infecté. Ça va faire mal avant d'aller mieux. Elle est restée avec moi cette nuit-là et la suivante, m'aidant à déballer les cartons et à remplir mon nouvel espace avec des meubles de friperie et de chez Target. Nous avons peint un mur en bleu canard, parce que ma mère disait toujours que les couleurs vives étaient de mauvais goût. Nous avons accroché mes prix de journalisme dans le couloir, car je ne les avais jamais exposés auparavant, craignant que mes parents ne les voient et ne fassent une remarque cinglante. C'est ton espace, a dit Rachel en reculant pour admirer notre travail. Personne n'a le droit de te faire sentir petite ici. Le cauchemar a commencé vers la 2e semaine. Je rêvais que j'étais de retour au country club et que tout le monde riait de moi. Ou je rêvais que ma mère me poursuivait dans des couloirs vides en exigeant que je m'excuse. Je me réveillais en haletant, mes draps trempés de sueur. Mais lentement, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Je passais des heures entières sans penser à eux. Puis une demi-journée. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Le nœud dans mon estomac, qui avait été mon compagnon constant pendant des années, a commencé à se desserrer. Le travail est devenu mon sanctuaire. J'ai proposé des sujets avec une audace que je n'avais jamais eue auparavant. Sans la voix de ma mère dans ma tête, me disant que je n'étais pas assez bien, je me suis surprise à prendre des risques. J'ai décroché une interview avec un auteur reclus qui parlait rarement à la presse. J'ai écrit un article d'investigation sur la corruption au sein du gouvernement local, qui a été repris par les agences de presse. Mon rédacteur en chef, un homme bourru nommé Tom, qui avait toujours été dur avec moi, m'a appelé dans son bureau 6 semaines après la fête. Quoi que vous fassiez différemment, continuez, a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. C'est votre meilleur travail. Vous écrivez comme si vous n'aviez rien à perdre. Ce n'est pas le cas, ai-je dit, et je le pensais. Il m'a confié un grand reportage, un portrait qui ferait la couverture du magazine. C'était le genre d'opportunité pour laquelle je travaillais depuis 8 ans. 3 mois après la fête, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mon père. Ma mère voulait me poursuivre pour diffamation. L'avocate que j'ai consultée, une femme perspicace nommée Patricia Morale, a ri en la lisant. Ils n'ont aucun dossier, a-t-elle dit. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Avez-vous menti sur quoi que ce soit? Non. Alors laissez-les essayer. Le processus de divulgation des preuves serait fascinant à lui seul. Ma mère n'a jamais porté plainte. Je soupçonne que leur avocat leur a dit la même chose que Patricia m'avait dit. Le silence de ma famille ressemblait à une blessure qui commençait enfin à cicatriser. Je me surprenais à penser à eux de moins en moins. Quand je le faisais, les pensées étaient analytiques plutôt qu'émotionnelles. Je pouvais examiner mon enfance avec le détachement d'une journaliste, voyant des schémas dont j'avais été trop proche pour les reconnaître auparavant. J'ai commencé une thérapie. Ma thérapeute, le docteur Angela Morrison,
était une femme dans la cinquantaine spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle n'a pas essayé de me convaincre de me réconcilier. Elle n'a pas suggéré que mes parents pensaient bien faire ou que je devrais leur pardonner pour ma propre paix intérieure. Le pardon est optionnel, m'a-t-elle dit lors d'une séance. La guérison ne l'est pas. Nous avons décortiqué des décennies de conditionnement. Comment j'avais appris à me faire toute petite pour éviter les conflits. Comment j'avais intériorisé leurs critiques jusqu'à ce qu'elles deviennent ma propre voix intérieure. Comment j'avais passé 32 ans à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Qu'est-ce que ça fait maintenant, a demandé le docteur Morrison. D'être seul? J'y ai réfléchi attentivement. C'est comme apprendre à marcher à nouveau après avoir eu des poids enchaînés aux chevilles toute ma vie. Tout semble plus léger, mais je m'attends toujours à trébucher. Elle a souri. Vous faites le travail nécessaire. C'est ce qui compte. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à comprendre mes parents non pas comme des méchants, mais comme des personnes profondément imparfaites qui avaient répété les schémas de leur propre enfance. Ma mère avait grandi avec un père critique qui n'avait jamais été satisfait. Mon père avait été le plus jeune de 4 fils, constamment en compétition pour attirer l'attention. Ils avaient créé en moi ce qui avait été créé en eux, un enfant qui se sentait perpétuellement inadéquat. Comprendre ne signifiait pas pardonner. Cela signifiait juste voir clairement. J'ai commencé à construire une famille choisie. Rachel m'a présenté à son club de lecture, un groupe de femmes qui se réunissaient chaque mois pour discuter de littérature et de la vie. Je me suis inscrite dans une salle de kickboxing et j'ai trouvé de la camaraderie dans les cours du petit matin. J'ai fait du bénévolat dans une association d'alphabétisation et je me suis connecté avec des gens qui partageaient ma passion pour l'écriture. Ces gens ne connaissaient pas mon drame familial, à moins que je ne choisisse de le partager. Ils m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que mes parents voulaient que je sois. Ils célébraient mes succès sans mise en garde ni comparaison. Ils offraient leur soutien sans condition. Un soir, je dînais avec Sarah et Michel, 2 femmes de mon club de lecture devenues des amies proches. Sarah a mentionné qu'elle redoutait Thanksgiving parce que sa mère critiquait toujours sa façon d'élever ses enfants. « Pourquoi continues-tu d'y aller » a demandé Michel. « C'est ma mère » a dit Sarah, comme si cela expliquait tout. J'ai posé mon verre de vin. Ce n'est pas vraiment une raison. Sarah m'a regardé avec surprise. Que veux-tu dire? Être la mère de quelqu'un ne lui donne pas le droit de te traiter mal. Être de la famille ne t'oblige pas à accepter les abus. J'ai fait une pause. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis 8 mois. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. La conversation qui a suivi a été l'une des plus honnêtes que j'ai eues depuis des années. Sarah a admis qu'elle continuait d'espérer que sa mère changerait. Michel a avoué qu'elle avait coupé les ponts avec son père depuis 5 ans et qu'elle se sentait toujours coupable. Nous avons parlé du poids des attentes, de la peur du jugement, du deuil de perdre des parents qui étaient encore en vie. « Est-ce qu'il te manque » m'a demandé Sarah. « Ce que je voulais qu'ils soient me manque » ai-je dit. Mais la réalité de ce qu'ils étaient ne me manque pas. Cette conversation a planté des graines. 2 mois plus tard, Sarah a posé des limites avec sa mère concernant les critiques. Michel a arrêté de s'excuser pour ses choix. Nous nous sommes tenus mutuellement responsables pour ne pas retomber dans de vieux schémas. J'ai commencé à écrire sur ces expériences, pas encore les détails de mon histoire, mais des articles plus larges sur les dynamiques familiales, les relations toxiques, la pression culturelle de maintenir les liens familiaux quel qu'en soit le coût. L'article a touché une corde sensible. J'ai reçu des emails de lecteurs partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir mis des mots sur des expériences qu'ils pensaient être uniquement les leurs. Une lectrice, une femme nommée Denise, a écrit « J'ai coupé les ponts avec mes parents depuis 3 ans, et je dis toujours aux gens qu'ils sont morts parce que c'est plus facile que d'expliquer la vérité. Votre article m'a fait réaliser que je ne suis pas seul. » Un autre, un homme nommé Kevin, a dit « J'ai 60 ans, et je viens de couper les ponts avec ma mère le mois dernier. Je pensais que j'étais trop vieux pour ce genre de changement. Vous m'avez donné l'espoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. » Ces messages ont alimenté mon écriture. J'ai proposé des articles plus ambitieux, plongeant plus profondément dans la psychologie de l'éloignement familial, la différence entre les systèmes familiaux toxiques et sains, les effets à long terme de la négligence émotionnelle. 6 mois après la fête, mon article sur l'éloignement familial et la violence émotionnelle a été publié dans un grand magazine national. Je n'ai pas utilisé de vrai nom.
J'ai changé les détails d'identification, mais j'ai raconté mon histoire, et elle a résonné auprès de milliers de lecteurs qui se sont vus dans mon expérience. L'article a gagné un prix. Il a mené à des conférences. Un agent littéraire m'a contacté pour en faire un livre. Ma carrière, celle que mes parents avaient toujours rejetée, s'épanouissait en leur absence. Sans le poids constant de leur désapprobation, je me sentais plus légère. Je travaillais plus dur. Je prenais des risques que j'avais trop peur de prendre auparavant. Les conférences ont commencé doucement. Une bibliothèque locale m'a invité à parler de mon article de magazine. 20 personnes sont venues. Puis une université m'a demandé de parler à ses étudiants en psychologie. 50 personnes ont assisté. Un podcast sur les dynamiques familiales voulait une interview. Il a été téléchargé 10 000 fois la première semaine. Chaque événement apportait plus d'opportunités. J'ai parlé lors de conférences sur les systèmes familiaux, lors d'ateliers pour thérapeutes, lors de groupes de soutien pour les enfants adultes de narcissiques. Chaque public avait la même soif de validation, le même soulagement à entendre quelqu'un articuler ce qu'ils avaient vécu. J'ai rencontré des gens dont les histoires faisaient paraître la mienne bien douce. Une femme dont la mère avait volé son identité et ruiné son crédit. Un homme dont le père l'avait déshérité parce qu'il était gay, puis s'était présenté à son mariage en exigeant de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Un couple dont les parents avaient appelé les services sociaux à plusieurs reprises avec de faux rapports parce qu'ils avaient posé des limites concernant les visites. Ces conversations ont approfondi ma compréhension. Le traumatisme familial existait sur un spectre, et la douleur de chacun était valide, peu importe où il se situait dessus. Mes parents ne m'avaient pas battu. Ils ne m'avaient pas enfermé dans des placards ni affamé, mais ils avaient systématiquement démoli mon estime de moi, et ces dégâts étaient réels. J'ai commencé à tenir un journal des idées issues de ces interactions. Les schémas qui émergeaient étaient frappants. Presque tout le monde décrivait avoir eu l'impression d'être fou, d'avoir imaginé ou exagéré les mauvais traitements. Presque tout le monde avait essayé pendant des années de réparer la relation avant de partir. Presque tout le monde portait de la culpabilité, même en sachant intellectuellement qu'ils avaient fait le bon choix. Mon agent littéraire, une femme vive nommée Judith Chen, m'a appelé 9 mois après la publication de l'article. « Je pensais à votre histoire », a-t-elle dit. « Avez-vous envisagé de la développer en un livre ? Un livre entier ? » L'idée était intimidante. Vous avez l'article du magazine comme fondation. Les conférences montrent qu'il y a un public, et d'après les emails que vous avez partagés, vous avez des douzaines d'histoires de lecteurs que vous pourriez incorporer. Elle a marqué une pause. Cela pourrait être important, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont besoin de la permission de s'éloigner d'une famille qui les blesse. J'ai passé 3 semaines à faire le plan. Le livre mêlerait mémoire et journalisme, mon histoire personnelle tissée avec des recherches sur les dynamiques familiales, des entretiens avec des thérapeutes, et des témoignages d'autres personnes ayant coupé les ponts. Ce serait en partie un témoignage, en partie un guide, en partie une validation pour quiconque avait déjà été traité de mouton noir. L'écrire a été atroce. J'ai dû revivre chaque souvenir douloureux, examiner chaque cicatrice et chaque blessure que j'avais essayé de bander et d'ignorer. J'ai écrit sur la fois où ma mère avait oublié de venir me chercher à l'école et où j'avais attendu pendant 3 heures. Sur mon père manquant ma remise de diplôme universitaire parce qu'il avait un tournoi de golf. Sur le mariage de Victoria, où j'avais été relégué à une table au fond, tandis que des cousins que je connaissais à peine étaient assis avec la famille. Mais j'ai aussi écrit sur l'après. Sur la liberté de ne plus attendre un coup de téléphone qui ne venait jamais. Sur les fêtes passées avec des amis qui voulaient vraiment que je sois là. Sur le processus lent et régulier de reconstruction de l'estime de soi à partir de zéro. Le livre a pris 8 mois à écrire. Pendant ce temps, j'ai appris par des connaissances communes que mes parents étaient en difficulté. Le cabinet de mon père avait perdu plusieurs clients majeurs. Les employés démissionnaient. Le bruit avait couru sur ce qui s'était passé à la fête, et les gens posaient des questions sur son caractère. Une partie de moi se sentait coupable. Avais-je détruit son entreprise en parlant ? Mais le docteur Morrison m'a aidé à recadrer les choses. Vous avez dit la vérité sur votre propre expérience, a-t-elle dit. Si cette vérité a amené les gens à reconsidérer de faire affaire avec lui, ce n'est pas votre faute. C'est la conséquence de ses actions qui le rattrape. Mais si l'entreprise fait faillite ? S'ils perdent tout ? Auriez-vous préféré protéger leur réputation au prix de votre propre guérison ?
Elle s'est penchée en avant. Vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud, surtout pas des gens qui ne se sont jamais souciés de savoir si vous aviez froid. La vérité s'est installée dans mes os lentement. Je n'étais pas responsable de leurs conséquences. J'étais seulement responsable de mes propres choix, de ma propre guérison, de ma propre vie. 1 an après la fête, je suis tombé sur Victoria dans un café. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que ses 35 ans. Elle m'a vu et s'est figée, sa main à mi-chemin vers le distributeur de crème. « Salut », ai-je dit d'un ton neutre. « Salut ». Elle a regardé autour d'elle comme pour vérifier s'il y avait des témoins. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien. »« Et toi ?» Elle s'est mordu la lèvre. « Maman et papa sont en difficulté. L'entreprise fait l'objet d'une enquête pour irrégularité comptable. Papa pourrait perdre sa licence. » J'ai siroté mon café, attendant. Victoria a continué, sa voix baissant d'un ton. Les gens ont commencé à poser des questions après ton discours. Les clients se demandaient sur quoi d'autre ils pouvaient être malhonnêtes. Le cabinet a perdu de gros comptes. Ce n'est pas ma faute, ai-je dit simplement. J'ai dit la vérité sur la façon dont ils m'ont traité. Si les gens ont tiré des conclusions sur leur caractère, peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de m'humilier publiquement. Tu les as détruits. Ses yeux étaient accusateurs, mais aussi autre chose. Envieux, peut-être. Je me suis libéré, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit, Thomas et moi avons des problèmes. Il pense que je suis trop dépendante de l'approbation de maman et papa. Il dit que je ne peux pas prendre de décision sans les appeler d'abord. Je me suis adouci légèrement. Victoria, je suis désolé que tu sois en difficulté, mais je ne peux pas être ta thérapeute. Je ne peux pas réparer ton mariage ou t'aider à poser des limites avec nos parents. J'ai dû partir pour survivre. Est-ce qu'il te manque ? A-t-elle demandé doucement. J'y ai pensé honnêtement. Les parents que j'aurais aimé avoir me manquent. Mais la réalité de qui ils sont vraiment ne me manque pas. Elle a hoché la tête lentement, la compréhension naissant dans ses yeux. Je t'envie parfois. Tu t'en es sorti. Toi aussi tu pourrais, ai-je dit. Personne ne t'oblige à rester. Mais nous savions toutes les deux qu'elle ne le ferait pas. Victoria avait bâti toute son identité autour du fait d'être la favorite, celle qui réussissait, la fille qui les rendait fiers. Partir signifierait admettre que le piédestal sur lequel il l'avait placée n'était qu'une autre forme de contrôle. Nous nous sommes dit au revoir maladroitement. Je ne l'ai plus jamais revue. La rencontre avec Victoria est restée avec moi pendant des semaines. Je continuais de rejouer ces mots dans ma tête, tu les as détruits, comme si dire la vérité avait été un acte de violence plutôt que de préservation de soi. J'en ai parlé avec le docteur Morrison. Elle veut que je me sente coupable, ai-je dit. Elle veut que je prenne la responsabilité de leurs problèmes. Vous sentez-vous coupable ? A demandé le docteur Morrison. J'ai examiné la question honnêtement. Parfois. Puis je me souviens du badge, et le sentiment disparaît. Bien, a dit le docteur Morrison. Accrochez-vous à cette clarté. Les gens qui ont bénéficié d'un système toxique le défendront toujours. L'identité entière de Victoria est construite sur le fait d'être la favorite. Votre absence menace cette structure. Le manuscrit du livre était terminé à ce moment-là. Judith l'a soumis aux éditeurs et nous sommes entrés dans une guerre d'enchères. 3 maisons le voulaient. Nous avons choisi celle qui comprenait la vision, un éditeur de taille moyenne connu pour ses mémoires et ses commentaires sociaux. L'avance était modeste, mais suffisante pour prendre 6 mois de congé de mon travail en freelance afin de me concentrer sur les révisions et la promotion. J'ai passé ces mois à affiner le manuscrit, travaillant avec une éditrice nommée Sandra, qui m'a poussé à aller plus loin, à être plus honnête, à arrêter de protéger mes parents même dans ma propre histoire. Vous vous retenez encore, a-t-elle dit lors d'un appel. Au chapitre 7, vous décrivez la critique de votre mère comme dure. C'est un euphémisme. Qu'a-t-elle dit réellement ? J'ai fermé les yeux, me souvenant. Elle a dit que je devenais grosse et qu'aucun homme ne voudrait jamais de moi. J'avais 17 ans et je faisais une taille 38. Mettez ça. Les détails comptent. Les lecteurs ont besoin de voir la réalité, pas une version aseptisée. Alors, je suis repassé à travers le manuscrit et j'ai supprimé chaque phrase adoucissante.
J'ai remplacé l'enfance difficile par des incidents spécifiques. J'ai changé, mes parents avaient de grandes attentes par mes parents étaient impossibles à satisfaire. J'ai laissé la laideur apparaître. Le processus a été libérateur et traumatisant à parts égales. Mais le livre qui en a émergé était honnête d'une manière que je n'avais jamais été auparavant, même avec moi-même. 2 mois avant la publication, l'équipe de publicité de l'éditeur a commencé à s'activer. Ils m'ont réservé sur des podcasts, ont organisé des copies de presse avancées, ont programmé une petite tournée de dédicaces. Le matériel marketing mettait l'accent sur la confrontation dramatique à l'anniversaire de mon père, ce qui me mettait mal à l'aise, mais je comprenais l'attrait. « Êtes-vous inquiète que votre famille voie ça ?» a demandé Sandra lors de notre dernière session d'édition. « Ils le verront, que je m'inquiète ou non », ai-je dit. J'ai fait la paix avec ça. Mais ce n'était pas le cas. Pas entièrement. La nuit avant la sortie du livre, je suis resté éveillé à imaginer ma mère le lire. Mon père feuilletant les pages décrivant sa négligence. Victoria se reconnaissant dans chaque comparaison, chaque moment où elle avait été choisie à ma place. Rachel m'a envoyé un texto à 2 heures du matin, arrête de scroller et va dormir. Demain est une célébration, pas une exécution. Elle avait raison. Le jour de la publication est arrivé, et le livre a trouvé son public immédiatement. En 1 semaine, il était sur les listes régionales des best-sellers. En 1 mois, il a atteint la liste nationale. En 2 mois, il en était à sa 3e réimpression. Les critiques étaient massivement positives. Les critiques l'ont qualifié de courageux, de nécessaire et de guide pour quiconque est piégé dans des dynamiques familiales toxiques. Mais le véritable impact est venu des lecteurs. J'ai reçu des centaines de messages de gens partageant comment le livre leur avait donné la permission de poser des limites, de partir, de se choisir eux-mêmes. Une femme nommée Patricia a écrit « J'ai 58 ans et je viens de dire à mes parents que je ne viendrai pas à Noël. Votre livre m'a montré qu'il n'est pas trop tard pour commencer à vivre authentiquement. » Un homme nommé Robert a dit « Je suis en thérapie depuis 10 ans, travaillant sur un traumatisme familial. Votre livre a expliqué en 200 pages ce que j'essayais d'articuler depuis une décennie. » Ces messages sont devenus mon bouclier contre le contre-coup inévitable, parce qu'il y a eu un contre-coup, féroce et personnel. 3 ans après la fête, mon livre a été publié. C'est devenu un best-seller modeste, trouvant un public parmi les enfants adultes de parents narcissiques et les personnes se remettant de traumatismes familiaux. J'ai fait des interviews sur des podcasts et des émissions matinales. J'ai voyagé dans des librairies et parlé à des salles pleines de gens qui comprenaient exactement ce que cela faisait d'être la déception. Mes parents ont envoyé une lettre de mise en demeure par le biais de leur nouvel avocat. L'équipe juridique de mon éditeur a répondu par une lettre expliquant l'usage loyal, fair use, et le premier amendement. L'affaire a été abandonnée. J'ai appris par des connaissances communes que le cabinet de mon père avait considérablement réduit ses effectifs, que mes parents avaient vendu l'adhésion au country club et déménagé dans une maison plus petite, que Victoria avait divorcé et était retournée vivre chez eux, amenant ses enfants. Le réseau de potins était étonnamment efficace. Toutes les quelques semaines, quelqu'un me contactait avec une mise à jour. L'ancienne voisine de mes parents, Janet, m'a envoyé un email décrivant comment ma mère avait pris 10 ans, comment elle avait cessé d'organiser ses fameux dîners. Une cousine que j'avais toujours aimée, Emma, m'a appelé pour me dire que le mari de Victoria avait demandé le divorce, citant l'incapacité à se séparer de sa famille d'origine. Elle ne pouvait pas prendre une décision sans appeler ta mère, a expliqué Emma. Thomas a dit que c'était comme être marié à une enfant qui avait besoin de permission pour tout. C'est triste, ai-je dit, et je le pensais. Victoria était une victime du même système qui avait failli me détruire. La différence était qu'elle était restée, pensant que l'approbation valait le coût de son autonomie. Les mises à jour sur les affaires de mon père étaient plus préoccupantes. 3 employés avaient démissionné à quelques mois d'intervalle. Un grand client corporatif avait résilié son contrat. Une enquête du Conseil des licences de l'État examinait des allégations de pratiques comptables inappropriées. « Penses-tu que ton livre a causé ça ?» a demandé Rachel un soir au dîner. Le livre n'a pas falsifié de dossier ni mal géré les comptes des clients, ai-je dit. Mais il a probablement incité les gens à regarder de plus près quelqu'un capable d'humilier publiquement sa propre fille. Le caractère, c'est le caractère, a convenu Rachel. S'il a pris des raccourcis avec toi, il a probablement pris des raccourcis ailleurs. J'essayais de ne pas suivre les nouvelles économiques de trop près,
mais c'était difficile quand les gens continuaient de m'envoyer des articles. Un cabinet comptable local sous enquête. Un propriétaire d'entreprise de longue date face à une enquête éthique. Un habitué du country club tombe en disgrâce. Chaque titre ressemblait à une petite justification et à un lourd fardeau. Je n'avais pas cherché à détruire la carrière de mon père. J'avais cherché à sauver ma propre vie. Que ces choses soient devenues liées n'était pas de ma faute, mais ce n'était pas entièrement séparé non plus. Mon éditeur voulait capitaliser sur la controverse. Les problèmes d'affaires de votre père rendent le livre encore plus pertinent, a déclaré mon attaché de presse. Les gens veulent comprendre comment les familles en arrivent là. Je ne veux pas commenter ces affaires, ai-je dit fermement. Ce n'est pas le sujet du livre. Mais le public est intéressé. Non. Je l'ai coupé. J'ai raconté mon histoire. Je ne vais pas utiliser ces échecs comme une arme pour la publicité. Cela me rendrait aussi mauvaise qu'eux. Elle a reculé, mais l'attention médiatique s'est intensifiée de toute façon. Une chaîne d'information locale voulait m'interviewer sur l'éloignement familial. Une émission matinale nationale m'a contacté. Un réalisateur de documentaire a demandé à présenter mon histoire. J'ai dit non à la plupart d'entre eux. Le livre parlait de lui-même. Je n'avais pas besoin de danser sur la tombe de mes parents pour prouver mon point de vue. Mais j'ai accepté quelques interviews, celles axées sur l'aide aux autres plutôt que sur le sensationnalisme de mon drame familial. J'ai parlé à des thérapeutes de la reconnaissance de la violence émotionnelle. J'ai discuté avec des groupes de soutien de la guérison après l'éloignement. J'ai écrit des articles d'opinion sur la pression culturelle de pardonner aux membres de la famille qui ont causé du tort. Chaque conversation renforçait quelque chose que j'avais appris à travers toute cette expérience, je n'étais pas seul. Des millions de personnes luttaient avec des dynamiques similaires. Beaucoup d'entre elles étaient encore piégées, essayant toujours de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. Mon histoire leur a donné un miroir, et, espérons-le, une carte pour en sortir. 3 ans après la fête, j'ai rencontré quelqu'un, un photographe nommé Lucas, qui avait grandi en famille d'accueil et comprenait ce que signifiait construire sa propre famille. Nous avons pris les choses lentement. Il ne m'a jamais mis la pression sur les raisons pour lesquelles je ne parlais pas à mes parents. Il a simplement accepté que cette partie de ma vie était fermée et m'a aimé quand même. Nous nous sommes fiancés sur une plage de l'Oregon. Juste nous deux au coucher du soleil. Pas de drame familial, pas d'attente, juste 2 personnes qui s'étaient choisies. Planifier notre mariage a été plus facile que je ne l'avais prévu. Nous l'avons gardé petit, intime, juste des amis proches et la famille que nous nous étions construite. La sœur de famille d'accueil de Lucas a servi de témoin pour lui. Mon amie Natacha, qui avait été mon roc à travers tout, se tenait à mes côtés comme demoiselle d'honneur. La liste des invités manquait manifestement de 3 noms. Certaines personnes ont posé des questions délicatement. J'ai simplement dit que ma famille ne serait pas présente et j'en suis resté là. Le jour de mon mariage, je n'ai ressenti aucun regret quant à leur absence. Lucas et moi avons échangé nos vœux dans un jardin, entouré de gens qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment. Il n'y avait pas de badge, pas de hiérarchie, pas d'enfants prodiges et de déception, juste de l'amour. 4 ans après la fête, j'ai reçu un message par l'intermédiaire de mon éditeur. Mon père mourait d'un cancer. Il lui restait des mois, peut-être des semaines. Il voulait me voir. J'ai fixé ce message pendant des heures. Lucas m'a tenu la main et m'a dit qu'il soutiendrait quelle que soit ma décision. « Veux-tu tourner la page ?» a-t-il demandé doucement. J'ai déjà tourné la page, ai-je dit. Je l'ai fait quand je suis sorti de cette fête. Veux-tu lui dire au revoir? C'était la question la plus difficile. J'ai pensé à l'homme qui m'avait appris à faire du vélo quand j'avais 6 ans, qui était venu à exactement une de mes pièces de théâtre au lycée. Qui m'avait dit que ma majeure à l'université n'était pas pratique et que mon choix de carrière était stupide. J'ai dit au revoir il y a 4 ans, ai-je finalement répondu. Il n'écoutait simplement pas. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de carte. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'avis que mon père était décédé. Les funérailles étaient petites, réservées à la famille immédiate. Je n'étais plus incluse dans cette catégorie. Son testament laissait tout à Victoria et à ma mère, partagé équitablement. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ce qui m'a surprise,
c'est la lettre que son exécuteur testamentaire m'a transmise un mois après sa mort. D'une écriture tremblante, mon père avait écrit. Tu as eu raison de partir. Je le vois maintenant. Trop tard. J'étais fier de toi même quand je ne pouvais pas le dire. Je suis désolé. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classé dans un tiroir. C'était quelque chose, je suppose. Une reconnaissance, une excuse, mais cela ne changeait pas le passé. Cela n'effaçait pas des décennies de critiques et de négligence. Cela ne compensait pas le badge. 5 ans après la fête, je signais des livres lors d'une lecture lorsqu'une femme âgée s'est approchée de moi. Elle me semblait familière, et après un moment, je l'ai reconnue comme l'une des amies de ma mère du country club. J'étais là ce soir-là, a-t-elle dit doucement, tenant mon livre. À la fête de votre père. J'ai pensé à ce que vous avez dit tant de fois depuis. Oh, ai-je dit, ne sachant pas trop comment répondre. J'ai une fille, a-t-elle continué. Je faisais les mêmes erreurs que vos parents, la comparant à sa sœur, critiquant ses choix. Votre livre m'a fait voir ce que je faisais. Elle a souri tristement. Nous sommes en thérapie maintenant, ensemble, essayant d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a tendu le livre pour que je le signe. Merci d'avoir été assez courageuse pour raconter votre histoire. Vous avez peut-être sauvé ma relation avec ma fille. Après son départ, je suis restée assise là un moment, laissant cela pénétrer. Peut-être que la confrontation à la fête de mon père avait été plus qu'une simple libération pour moi-même. Peut-être avait-elle donné à d'autres la permission d'exiger un meilleur traitement. Peut-être avait-elle lancé des conversations qui devaient avoir lieu. Aujourd'hui, 6 ans après cette fête, j'ai une vie que j'ai bâtie entièrement selon mes propres termes. Lucas et moi vivons dans une maison que nous avons achetée ensemble. Je travaille sur mon 3e livre. Nous parlons peut-être d'adopter, de donner à un enfant le genre d'amour inconditionnel et de soutien que nous aurions tous les deux souhaité avoir. Je pense encore à ce badge parfois, au rire de ma mère, à quel point j'ai failli simplement l'accepter, m'asseoir à la table douce et faire semblant que tout allait bien. Partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Cela m'a coûté ma famille. Cela m'a coûté toute chance de réconciliation avec mon père avant sa mort. Cela m'a coûté l'héritage et le lien avec ce monde dans lequel j'avais grandi. Mais rester m'aurait coûté moi-même. Parfois, les gens me demandent si j'ai des regrets. La réponse est compliquée. Je regrette que mes parents n'aient pas pu être les personnes dont j'avais besoin. Je regrette que Victoria ait choisi leur approbation plutôt que notre sororité. Je regrette que mon père soit mort sans que nous ayons vraiment fait la paix. Mais je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas de m'être levé devant 200 personnes et d'avoir revendiqué ma valeur. Je ne regrette pas de m'être choisi plutôt que leur version de qui je devrais être. Le résultat n'a pas été celui auquel quiconque s'attendait ce soir-là. Mes parents pensaient probablement que je m'éclipserais, embarrassé par mon propre éclat, et que je reviendrais en rampant dans la semaine. Victoria supposait probablement que j'échouerais sans le filet de sécurité familiale, prouvant que leurs faibles attentes étaient justifiées. Au lieu de cela, j'ai prospéré. J'ai bâti une carrière. J'ai trouvé l'amour. J'ai créé une vie pleine de gens qui me valorisent pour ce que je suis réellement, pas pour ce qu'ils voudraient que je sois. Et chaque fois que quelqu'un lit mon histoire et s'y voit, chaque fois que quelqu'un trouve le courage de s'éloigner de dynamiques familiales toxiques, chaque fois que quelqu'un choisit son propre bonheur plutôt que les attentes de ses parents. Je sais que ce badge m'a mené exactement là où je devais aller. Être appelé la déception a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a finalement fait réaliser que je ne serais jamais assez bien pour eux. Et c'était d'accord, parce que j'étais déjà suffisante, exactement comme j'étais. J'avais juste besoin de trouver les gens qui pouvaient me voir. Dans les années qui ont suivi, l'effet d'entraînement de cette confrontation a continué de me surprendre. Des étrangers m'écrivaient pour dire qu'ils avaient quitté des mariages abusifs, tenu tête à des parents contrôlants, ou finalement cherché une thérapie après des décennies de négligence émotionnelle. Ils me disaient que mon histoire n'avait pas seulement validé leur douleur, elle leur avait donné la permission de réécrire leur vie. Une femme a écrit « J'ai 42 ans et je suis sortie de Thanksgiving pour la première fois de ma vie parce que ma mère a traité ma fille de stupide. Votre livre était dans mon sac à main. » Un autre a dit « Je n'ai jamais compris pourquoi je me sentais coupable de vouloir prendre mes distances avec ma famille. Vos mots m'ont aidé à voir que je ne suis pas brisé, c'est mon système familial qui l'est. »
J'ai gardé chaque message. Il me rappelait que ma douleur avait un sens. Que les années de dénigrement, l'humiliation à la fête, le chagrin de perdre les parents que j'avais espérés, rien de tout cela n'avait été gâché. Je l'avais transformé en quelque chose qui aidait les autres à guérir. Lucas remarquait la façon dont mon visage s'adoucissait chaque fois que je lisais ses emails. « Tu as fait quelque chose de beau à partir de quelque chose d'horrible », a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. J'ai survécu, ai-je corrigé. C'est tout. Il a secoué la tête. Non, beaucoup de gens survivent. Toi, tu as transformé. Je voulais le croire. Au 6e anniversaire de l'incident du Country Club, j'ai été invité à prononcer un discours d'ouverture lors d'une conférence nationale de psychologie. Le sujet était « Briser les cycles, guérir après l'éloignement familial ». Je me tenais en coulisses, tenant mes fiches même si je n'en avais pas besoin. Lucas m'a serré la main avant que je ne monte. « Tu l'as mérité », a-t-il chuchoté. Les lumières étaient vives alors que je montais sur scène. 300 visages me regardaient, thérapeutes, travailleurs sociaux, conseillers, des gens qui aidaient les autres à démêler leur famille tous les jours. J'ai pris une inspiration. Je m'appelle Whitney, ai-je commencé. Et il y a 6 ans, à la fête d'anniversaire de mon père, mon badge disait « La déception ». Une vague de compréhension silencieuse a parcouru le public. Je leur ai raconté l'histoire, non pas sensationnalisée, non pas dramatisée, juste la vérité. Je leur ai parlé du badge, du toast, de l'enveloppe de preuve. J'ai parlé du fait de partir et de rester parti. J'ai parlé du deuil, de la culpabilité et de la liberté, mais surtout, j'ai parlé de l'importance de se choisir soi-même. Quand quelqu'un vous montre encore et encore que son amour est conditionnel, transactionnel ou inexistant, ai-je dit, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Non pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous êtes humain. Quand j'ai fini, la salle s'est levée pour applaudir. Des thérapeutes sont venus me voir après pour me remercier de leur avoir donné un langage à utiliser avec leurs clients. Une femme a pleuré en me serrant dans ses bras. Un homme m'a dit qu'il aurait souhaité entendre mon discours 20 ans plus tôt. Cela aurait pu lui épargner des décennies de douleur. Lucas regardait depuis le côté, les yeux doux de fierté. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, j'ai fait défiler le hashtag de la conférence sur les réseaux sociaux. Les gens citaient mon discours. Guérir, c'est se choisir soi-même même quand votre famille ne le fait pas. S'éloigner n'est pas un abandon. C'est de la préservation de soi. Être la déception signifie que j'ai déçu leurs attentes, pas ma propre valeur. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Cette jeune femme à la table 12, celle qui tremblait en ramassant un badge, n'aurait jamais cru qu'elle serait ici. Un mois plus tard, j'ai reçu un email inattendu d'Emma, la cousine que j'avais toujours aimée. Je pensais que tu devrais savoir, écrivait-elle. Ta mère a commencé à aller en thérapie. J'ai fixé le message, engourdi. Elle a dit à certains d'entre nous qu'elle lisait ton livre en secret. Elle ne l'admettra pas publiquement, mais je pense que ça l'affecte. Je ne savais pas quoi ressentir. Soulagement, tristesse, colère, espoir. J'ai répondu 3 jours plus tard. Merci de me l'avoir fait savoir. C'était tout. Je ne voulais pas en savoir plus pour l'instant. La guérir n'était pas mon travail. Lui pardonner n'était pas mon obligation. La comprendre n'était pas ma responsabilité. Mais ça signifiait quelque chose. Peut-être pas pour nous, mais pour elle. La vie a continué. Lucas et moi avons commencé le processus d'adoption. J'ai terminé mon 3e livre, une exploration plus profonde de l'identité adulte après un traumatisme d'enfance. Rachel s'est mariée. Michel est devenu thérapeute, se spécialisant dans l'éloignement familial. Sarah a réparé les choses avec sa mère, bien que prudemment, et avec des limites cette fois. Et moi, j'ai continué à écrire, à parler, à guérir, à grandir. Parfois, je me surprenais à penser au country club, à l'éclat des lustres, au silence qui était tombé quand j'avais tapoté mon verre, au poids de chaque regard sur moi. Je me souvenais de la peur, de la colère, de la clarté soudaine tranchant à travers des années de confusion. Je me souvenais du moment où je m'étais choisi, même si cela signifiait perdre tout ce que je pensais que la famille était censée être. Le dernier rebondissement inattendu est survenu 7 ans après la fête. J'ai reçu une lettre, non pas de ma mère,
non pas de Victoria, mais du country club lui-même. Elle était brève. Chère Madame Whitney. Nous avons récemment mis à jour notre code d'éthique des membres. Un membre actuel a été exclu en raison de violations répétées impliquant un comportement abusif envers les membres de la famille et le personnel. Plusieurs membres ont fait référence à votre livre lors du signalement de leurs préoccupations. Nous avons pensé que vous aimeriez savoir que le changement est possible, même dans des endroits où il semblait autrefois impossible. Respectueusement. L'administration du Country Club. Je suis restée assise avec cette lettre sur mes genoux pendant un long moment. Pas joyeuse, pas vindicative, juste calme. Mon histoire n'avait pas détruit ma famille. Leur choix s'était détruit eux-mêmes. Mon histoire avait simplement montré une vérité.